Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler d'archéologie subaquatique et, euh, et essentiellement au sein de l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche d'archéologie préventive. Donc, alors, je ne sais pas si certaines et certains ont vu l'émission avant-hier sur Arles antique, la découverte d'une superbe épave par Luc Long. En fait, c'est une très belle émission, très intéressante, et Luc est un excellent archéologue. Mais par contre, au quotidien, on trouve beaucoup moins de choses avec avec de ces qualités, de cette richesse-là. Il faut peut-être le voir dès en préambule. Donc, pour revenir à l'INRAP, depuis 2013, l'Institut national s'est doté d'un bol subaquatique composé d'à peu près d'une vingtaine d'agents plongeurs qui sont classés au sein du ministère du Travail, selon leur aptitude à travailler en profondeur. Et ces agents interviennent sur l'ensemble du territoire et nous dépendons tous de la direction scientifique et technique basée à Paris. Donc, je vais sur l'autre. Nous intervenons à peu près, comme je vous disais, sur tout le territoire, à la fois hexagonal qu'ultramarin. Donc, pour vous donner, le contexte juridique est beaucoup plus compliqué en archéologie sous-marine pour obtenir les autorisations par rapport au contexte terrestre. En effet, nous n'avons pas tous le territoire n'a pas les mêmes droits selon la distance par rapport aux côtes. Donc, je vous ai marqué une petite carte. Effectivement, nous intervenons le plus souvent dans la partie foncée le long des côtes, ce qui est marqué comme étant les eaux intérieures du pays, voire dans la mer territoriale, où là, les profondeurs commencent à être assez importantes. Alors, dans la Manche, non, puisque la Manche est une mer peu profonde, on ne dépasse pas les 60 mètres de profondeur. Mais, euh, mais par contre, pour tout ce qui est la zone d'économie exclusive, donc là où nous pouvons intervenir, mais où la zone n'est pas française, de plus en plus, l'archéologie fait appel à des moyens techniques évacuant les hommes. Donc nous intervenons aussi bien sûr aux Antilles très régulièrement. Nous y sommes encore actuellement. Essentiellement en Guadeloupe, en Martinique et Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Actuellement, nous avons une opération prévue en Guadeloupe à Bouillante qui va démarrer très vite. Martinique est en cours et Saint-Martin est prévu pour l'année. Donc, nous intervenons sur plusieurs zones ultramarines. Je vous ai parlé des Antilles il y a quelques minutes. Donc, je vous disais, c'est les opérations qui sont marquées. Donc, Spoutourne en Martinique, la Guadeloupe bouillante, mais aussi à La Réunion. Nous intervenons beaucoup sur La Réunion avec le suivi de la route qui est prévue pour faire le contournement de l'île, avec beaucoup d'opérations assez techniques, puisque c'est vraiment en pleine mer et l'océan Indien est assez tumultueux. Et très prochainement, nous avons une opération courant mai qui s'en va à Saint-Pierre-et-Miquelon. Euh, on envoie 6 plongeurs là-bas. Il faut savoir qu'on intervient toujours sur des zones, je ne l'ai pas dit au début, qui sont liées à des grands travaux. Donc, essentiellement, pour tout ce qui est du domaine maritime, des aménagements portuaires lorsqu'on est autour d'agglomérations, voire des dépôts de câbles sous-marins. En particulier, la CNG nous nourrit. Donc, en ce qui concerne les eaux intérieures, parce que nous nous déployons, donc, comme je vous disais, sur tout le territoire, nous avons un certain nombre d'opérations sur tout le territoire. Dans les rivières, c'est
particulièrement le moins divulguées, le moins vulgarisé, mais les plus importantes, puisqu'il y a énormément d'aménagements au niveau des rivières et des lacs. Et par contre, il faut savoir que la rivière a été une route commerciale très importante, peut-être plus importante que les voies terrestres, malgré le danger lié à la navigation, et donc susceptible de révéler de nombreux vestiges. Donc, on pouvait voir dans la région, nous avons un certain nombre d'opérations. Alors, la diapositive n'est pas totalement à jour. Ce qui est marqué en rapport en cours, certains sont rendus, donc l'opération est terminée. Et Saint-Vite, c'est à côté de Fumel, donc le rapport est rendu. Le lac de Sanguinet, le lac de Biscarrosse, le lac de Sanguinet, nous y étions l'été dernier. Le lac de Biscarrosse, nous y serons l'été prochain. Et Briatex d'Adou, donc juste à côté donc de Castres, c'est une opération en stand-by puisque nous sommes tenus aux travaux d'aménagement. En l'occurrence, là, c'est sur un barrage EDF. Donc, en fait, voilà, excusez-moi, je suis passé, j'ai la main qui tremble un peu, trop vite. Donc, pour faire un lien entre l'archéologie terrestre et l'archéologie subaquatique et sous-marine. Donc, subaquatique, c'est les rivières, sous-marine, c'est enfin, subaquatique, c'est les rivières et les mers, et sous-marine, ce n'est que effectivement sous la mer. Donc, je vais jongler d'un terme à l'autre de temps en temps, mais voilà. C'est juste pour une côté définition. Donc, en fait, les méthodes sont similaires pour tout ce qui est de l'archéologie, au moins en préventif, mais c'est les techniques qui diffèrent. En fait, comme vous pouvez voir en terrestre, nous servons d'une pelle mécanique, et en l'occurrence ici une 30 tonnes, et nous décapons couche après couche en faisant des sondages. Sous l'eau, on a un peu de mal avec des engins mécaniques, donc on intervient avec ce qu'on appelle un aspirateur à sédiments. Donc, un tuyau dans lequel on envoie de l'eau sous pression et qui fait aspirateur, qui nous permet de creuser un trou et donc de descendre pour faire des sondages comme en terrestre. Il faut savoir que l'INRAP est habilité à effectuer des fouilles à la fois sous-marines, mais aussi des diagnostics. Et dans la réalité, les découvertes donnent peu de lieu à des fouilles par la suite. On arrive à essayer d'avoir le plus d'informations nécessaires. Généralement, sous l'eau, un peu plus qu'en terrestre, nous démarrons par des prospections, donc avec un matériel très particulier. Ici, ce n'est le Triton que j'ai choisi de vous montrer, est le bateau du ministère de la Culture, un des bateaux du DRASM, pardon, du ministère de la Culture. En effet, c'est essentiellement le DRASM, la Direction régionale des affaires sous-marines, qui décide s'il va y avoir une recherche archéologique pour toutes les zones marines et les zones fluviales en aval des premiers structures d'art, donc du premier pont. Donc tout ce qui est par rapport à la mer. Donc tout ce qui est la partie des estuaires Roville-en-Drazne, et à partir du premier ouvrage d'art, c'est les ministères de la Culture régionaux qui vont prescrire les opérations. Dans tous les cas, on va commencer par des prospections, généralement faire un tour de site qui semble évident, mais selon les conditions météo, climatiques et de vision, c'est pas si évident. En fait, en terrestre, on n'a plus l'habitude de le présenter, car on le fait avec la visibilité qu'on peut avoir, donc on tourne toujours. En subaquatique, il faut vraiment le mettre en place. Donc parfois, comme ici, où on peut avoir, aux environs de Nice, on peut avoir une visibilité assez intéressante. Donc là, une plaque liée à un aménagement de quai qui a été retrouvé à Nice. Donc voilà, vous avez une idée de la profondeur, c'est pas très très profond.
avec une belle luminosité du soleil. Mais on fait aussi des prospections dans les eaux intérieures. Alors, c'est pas toujours évident. Donc, lorsque je vous parle là d'eau intérieure, je vais parler de lacs et de rivières. Donc là, nous sommes en Rhône-Alpes, dans la Gers. Euh, donc, une prospection visuelle sous une chute d'eau, pouvoir et effectivement, ça peut entraîner quelques complications amusantes. Et une photo qui a été faite très récemment, puisqu'elle a quelques jours, faite dans un lac jurassien, dans le lac de Chalin, pour retrouver des vestiges néolithiques. Donc, une prospection où là, en fait, on est obligé d'avancer à la boussole pour essayer de se repérer, puisqu'on ne voit pas forcément grand-chose. Une fois que les prospections sont faites, on va commencer à ouvrir des sondages, comme je vous disais, commande terrestre. Alors, nous avons plusieurs techniques, hein, à la fois à bouteille, mais l'archéologie subaquatique commence à 80 cm de profondeur et parfois on doit démarrer les sondages carrément en surface. Donc, effectivement, le tuba peut être l'outil nécessaire pour démarrer, pas forcément des bouteilles de plongée, tout de suite en tout cas, tant que nous ne sommes pas descendus. Donc là, nous sommes en Charente, avec au fond un moulin, et là, un bief de retenue d'eau médiéval moderne qui sert encore actuellement, ce qui explique le béton sur la partie qui recouvre l'actuel bief. Et donc, donc, effectivement, nous avons démarré là cet été sans bouteille, ce qui est plus simple pour le dos et pour démarrer. Donc, toujours cet aspirateur à sédiments pour creuser. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'eau. Il faut savoir que la partie subaquatique est comptée à partir du mètre de profondeur. Là, on parle de fouille subaquatique. Et on peut travailler en tubage jusqu'à 3 mètres de profondeur. La législation nous autorise à travailler au tubage jusqu'à 3 mètres de profondeur. Donc, comme je vous disais, nous nous servons d'un aspirateur à sédiments. Ici à Cannes, donc sur un sondage, généralement nos sondages font 2 sur 2, alors que les sondages terrestres font entre 10 mètres sur 2 et sur des longues zones rurales, et parfois être 20 sur 2 ou 3 mètres de largeur. En subaquatique, donc sous-marin ou intérieur, nous faisons généralement des sondages de 2 sur 2 pour évaluer le potentiel archéologique. Donc en mer, vous voyez bien le système de l'aspirateur à sédiments à eau, il y en a 2 types. Nous, notre classement nous autorise à travailler des aspirateurs à sédiments à eau et pas à air. Donc nous avons un tuyau, le rouge, qui amène l'eau dans ce énorme tuyau PVC, et ça passe devant notre tuyau annelé jaune. L'eau va tout droit et recrache et sort à la sortie du tuyau PVC, et ça fait une aspiration qui prend le sédiment, qui le relève à droite, toujours donc en Charente, où là, en tuba, dans peu d'eau, nous creusons. Ce trou a atteint 2 mètres de profondeur quand même, celui de droite. Mais juste avant de, de travailler, de baliser, excusez-moi, de creuser, nous balisons toujours la zone, car les conditions de sécurité sont assez importantes. Et dans des zones où il y a beaucoup de navigation, c'est pas toujours évident. Donc là, nous sommes dans les Landes, dans un lac des Landes. Et généralement, hors conditions particulières où on n'a pas besoin d'avoir une surveillance en surface, nous avons systématiquement une surveillance en surface et un plongeur secours, donc prêt à intervenir. Donc habillé avec les. Donc ici, vous voyez une des embarcations de l'INRAP avec le drapeau de plongeur qui signale à toute embarcation de ne pas approcher à moins de 100 mètres.
et les différentes bouées qui délimitent la zone. Donc, en fait, c'est une photo faite à partir d'un drone et pour la photographie aérienne. Et le pilote du drone était en bas de la photo sur la berge, hein, notamment en bordure de berge. Donc, on n'avait pas besoin de délimiter. Il y a peu de bateaux qui arrivent sur la berge. Et par contre, donc, sur la photo de droite, vous voyez notre collègue qui surveille et qui vérifie qu'aucune embarcation va passer outre le balisage, pendant que nos deux archéologues sont en train de faire des relevés sous l'eau. Donc, on balise, mais comme je vous dis, on surveille la zone, même quand il y a très peu d'eau, comme vous pouvez voir. Là, nous sommes sur un aménagement qui pourrait sembler être un pont, mais qui est une passerelle de moulin. En fait, le moulin a été détruit. C'est un moulin qui est daté du XIIe siècle, quand nous avons daté du XIIe siècle. Et toujours en surface, nous avons un surveillant qui regarde. Donc là, même si c'est pas très profond, comme vous pouvez voir dans la photo de droite, vous avez Stéphane qui est en train de travailler dans l'eau, toujours au tuba, alors que Emmanuel surveille à proximité de la pompe, ce qui explique le casque. On voit mieux le système d'aspiration du sédiment sur la photo de gauche. Donc, les tuyaux sont reliés à une pompe qui aspire l'eau par le tuyau transparent et qui le rejette dans les tuyaux rouges. Donc, effectivement, lorsqu'on est sous l'eau, une fois qu'on a fait nos sondages, on doit se retrouver, trouver des objets et essayer de récupérer l'information. Donc, à la fois, on fait des photos, hein, vous l'avez pu le voir, je vous ai présenté des photos d'ambiance, mais il y a aussi des photos d'objets de sondage et des relevés exactement comme on le fait en terrestre. Donc là, vous voyez mes deux collègues qui sont en train de faire un relevé et le relevé qui a été fait. Donc effectivement, le carré que vous voyez dans le dessin, c'est le sondage de 2 sur 2, hein, 1,95 et 2,05. Il y a des fois où je suis pas très rigoureux. Mais donc tout un niveau de céramique, un horizon de céramique a été trouvé dans ce sondage-là de céramique de jarre à poids, à bré, qui servait de goudron à la fois de calfatage et d'isolant. Donc, certaines ont été enlevées lors de l'ouverture du sondage parce qu'effectivement, on voit nettement moins bien. On a beaucoup travaillé la photo pour que vous voyez les plongeurs, mais dans la réalité, la visibilité dans le lac est assez bonne, mais elle dépasse pas le mètre malgré tout. En rivière, dans le Rhône comme en Garonne, on a souvent beaucoup moins. Et des éléments d'une clôture antique qu'on a trouvé au-dessus, qui sont en train de relever, qu'on a positionné. Et bien sûr, on va faire une étude du sédiment qui le retrouve pour savoir si c'est du sédiment amené d'une manière anthropique, naturelle. Et donc, on présente ce qu'on a une colonne sédimentaire qu'on appelle vulgairement un log. J'accélère un petit peu car je dépasse un peu le temps. Donc, lorsque l'on travaille, bien, on fait des observations exactement comme je l'ai indiqué un peu plus haut. Donc, à la fois, on va prélever, toucher, nettoyer, comme vous voyez sur la photo de gauche, les coupes. Donc, quand on va synthétiser une colonne sédimentaire par la suite, prendre en écrivant exactement comme en terrestre, donc sous l'eau, mais sur des ardoises avec du papier qui supporte l'eau, pour décrire nos couches, dessiner lorsqu'on a une épave, et faire des prélèvements comme sur la photo de droite, pour donner aux spécialistes, et en particulier les entomologistes, les carpologues, qui pourront nous aider. En fait, nous sommes vraiment des techniciens archéologues sous l'eau par rapport aux spécialistes qui vont nous sauver la vie et pallier à nos difficultés de comprendre le site. Je reviens un peu sur une partie un peu plus haute pour vous montrer que l'archéologie subaquatique aussi n'est pas que
de travail sur les épaves. Comme vous pouvez voir là, on travaille et on comprend l'édification d'un édifice, le moulin dont je vous ai montré une vue un peu plus globale tout à l'heure, avec une avancée appelée bec. Et donc, on va essayer de trouver les modes de construction ici, 3 phases et de construction différentes. La Charente est un fleuve tumultueux, donc qui a attaqué et abîmé ce contrefort, mais aussi trouver des éléments de datation, ce que vous voyez dans la photo de droite, donc tous les éléments de pieux, chaque petite étiquette là marque un pieu, qui sont liés à la création du monument. On fait un bâtard d'eau pour évacuer l'eau et construire et monter le monument. Et donc la datation de ces pieux nous a donné un élément du XIIe siècle. Cela fait 20 minutes, j'arrive à la fin. Je ne vous ai pas dit tout ce que je voulais vous dire, j'en suis désolé. Donc, je vous remercie pour vos attentions je suis bien sûr disponible pour répondre à toutes les questions et éventuellement après vous donner des conseils s'il y a des plus jeunes qui veulent embrasser cette carrière ô combien intéressante. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Sarah Paria. Je suis doctorante à l'Université de Toulouse au laboratoire Traces et Géode et à l'Université de Gênes au LASA. Alors, je vais vous parler d'une discipline aujourd'hui, l'entomologie du Quaternaire. C'est une discipline de la bioarchéologie qui englobe 2 entités distinctes, la paléoentomologie et l'archéoentomologie. Elles ont les mêmes principes, les mêmes méthodes, mais elles vont différencier au niveau de leur lieu d'étude et leur objectif. Donc, l'archéoentomologie, elle est principalement liée au contexte archéologique et elle va étudier les modes de vie de nos ancêtres, leur alimentation ou leur état sanitaire. Ça peut aussi servir pour caractériser leurs pratiques agro-pastorales ou encore leur impact sur les paléomilieux. Au sein de l'archéoentomologie, on distingue une autre discipline qu'on appelle l'archéoentomologie funéraire, qui consiste en l'application des méthodes d'entomologie médico-légale au contexte archéologique. Ensuite vient la paléoentomologie, qui va reconstruire les paléoclimats ou les paléoenvironnements. En somme, les possibilités qu'offre le matériel qui est l'insecte sont immenses en fait. On étudie les insectes seulement du Quaternaire, puisqu'en fait, ils vont apparaître il y a 320 millions d'années, mais ils vont être stables morphologiquement et écologiquement que depuis 4 millions d'années. Donc, un insecte, c'est composé de 3 parties, une tête, un thorax et un abdomen, que vous voyez encerclés à l'écran, et de 3 paires de pattes, que je vous ai fléchées. Alors, quand est née l'entomologie du Quaternaire? Donc, on considère que Pierre-André Latreille, en 1815, est le premier à énoncer l'intérêt que pourrait avoir de croiser ces 2 disciplines. On compte quelques études ponctuelles au cours du XIXe siècle, mais en fait, la discipline elle va mettre très longtemps à se développer. Et elle se développera dans la seconde moitié du XXe siècle en Angleterre sous l'impulsion des chercheurs de l'université de Birmingham, à savoir Osborne, Buckland et Coop. Il faudra attendre les années 70 en France pour qu'elle se développe avec l'archéologie de sauvetage. Donc, elle va connaître un nouveau développement dans les années 2000 sous l'impulsion de Kinward en 2009 avec un ouvrage qui publie fondamental sur l'archéologie des invertébrés qui va poser un bilan des recherches actuelles ainsi que des méthodes et des pistes de réflexion. Alors, pourquoi mon insecte se conserve? En fait, il va se conserver tout simplement parce qu'il est composé de chitine. C'est une molécule stable chimiquement qui ne se dégrade jamais. Elle est présente partout dans le règne du vivant, que ce soit chez les végétaux, dans les champignons, ou dans le monde animal avec les coléoptères, par exemple, le nacre, ou encore les crustacés. Elle est différente, bien sûr, entre un végétal et un animal, et elle n'est pas présente partout dans les mêmes quantités. La conservation de l'insecte, elle est aussi influencée par son dépôt. Donc, si le dépôt est clos, aride ou très humide, en fait, la conservation sera optimale. On connaît aussi quelques processus physico-chimiques importants qui les conservent, la carbonisation et la minéralisation. Ces processus n'empêchent en rien l'identification du reste d'insectes.
On connaît cependant aujourd'hui mal encore les limites, puisque l'on en trouve dans des terrains où on n'est pas censé en trouver, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de ma thèse. Alors, est-ce que l'insecte me parvient entier? Donc, il faut savoir que tous les insectes ne nous parviennent pas. Par exemple, les papillons et les mouches, donc ça à savoir les lépidoptères et les diptères, ne nous parviennent que via des traces indirectes, donc leur puparium, c'est-à-dire l'enveloppe qui enveloppe la larve. Donc, ces pupariums sont par contre extrêmement intéressantes puisqu'elles vont permettre d'identifier jusqu'à l'espèce. Il y a ensuite les hyménoptères qui se conservent, et parmi les hyménoptères, seulement les fourmis. Viennent les coléoptères qui sont majoritaires dans nos assemblages archéo-entomologiques, puisqu'ils sont extrêmement chitinisés, et vient ensuite les ptyraptères et les styphonaptères, à savoir les poux, morpions et puces. Alors, quel intérêt? Donc, tout comme la palynologie, du coup, l'étude des insectes préservés dans les sédiments fournit des informations précieuses sur les environnements et les écosystèmes du passé. Les insectes s'avèrent très efficaces pour reconstituer les environnements locaux, au contraire du pollen qui parfois peut être charrié sur de très longues distances de manière passive. C'est une discipline qui va compléter bien également l'anthracologie. Sur des sites archéologiques, elle va permettre de renseigner sur le degré d'ouverture du milieu ou encore si le bois des charbons est dans l'environnement immédiat ou éloigné du site. Sur des fosses pédologiques, l'information sera plus complémentaire et renseignera sur le degré d'ouverture du milieu. Donc, il faut savoir que les insectes sont extrêmement spécialisés et parfois inféodés à un milieu, un climat ou même une plante ou un animal. Donc, ce qui peut donner des informations extrêmement intéressantes et précises. Alors, comment on obtient nos restes d'insectes fossiles? Alors, tout d'abord, il faut prélever une très grande quantité de sédiments. Il faut compter au minimum 5 kg de sédiments, voire 25 kg de sédiments par niveau, ce qui est énorme. On va ensuite subdiviser ces sédiments en échantillons de 1 kg que l'on va tamiser au jet d'eau tiède avec 2 mailles, une maille à 2 mm et une maille à 200 microns. On va prendre ces reflux de tamis et on va les mélanger à un pétrole, raffiné si possible, sinon le pétrole pour lampe à huile marche très bien. Donc en fait, on va malaxer les reflux de tamis que l'on a fait sécher, de façon à ce que le pétrole entoure les carapaces d'insectes qui lui sont imperméables. Ensuite, on va mélanger avec de l'eau et ça va faire flotter nos restes d'insectes, puisque le pétrole est plus léger. Alors, est-ce qu'on peut garantir l'ancienneté d'un reste d'insecte? Donc, c'est une question qui revient souvent. Donc, en fait, contrairement à une idée générale, donc les insectes ne sont pas tous fouisseurs et quand ils sont fouisseurs, on les connaît bien. Du coup, on les écarte de nos interprétations paléo-environnementales ou archéo-entomologiques et on les gardera par contre pour tout ce qui est discussion sur les potentiels remaniements ou déplacements des restes d'insectes. Donc, on considère qu'un assemblage cohérent n'a pas bougé. Et on distingue l'insecte récent d'un insecte ancien de manière empirique. Tout d'abord, un insecte récent, en fait, comme vous voyez sur l'écran, il va posséder des soies, ici, qui vont perdre automatiquement au cours du temps avec des processus physico-taphonomiques. Ensuite, le reste d'insecte sera dur, en connexion anatomique et brillant, tandis qu'un reste ancien aura tendance à être terne, mou, très fragmenté et dentelé. Est-ce qu'on voit les petits trous ici? Alors, comment identifier un reste fossile? Donc, l'identification des restes d'insectes fossiles est l'étape la plus dure et cruciale en fait des études d'entomologie du quaternaire. Donc, elle est rendue compliquée par le fait qu'on ne retrouve jamais d'insectes entiers et que les clés d'identification des insectes en entomologie sont sur des insectes entiers. Il faut donc avoir une parfaite connaissance des formes des familles pour s'orienter très vite vers un genre, voire une espèce quand on a de la chance. Il nous faut une collection de références actuelles extrêmement bien identifiées et complètes. Donc, il faut ensuite mettre en avant des caractéristiques importantes du reste d'insectes que l'on va comparer au reste actuel. Donc, par exemple, ici, sur cet exemple, il y a les lignes de ponctuation que vous voyez ici, qui sont très caractéristiques, l'épaule qui est très étroite et très arrondie, la striole basale ici,
que l'on voit ici, que l'on voit un peu mieux ici, et la série ombiliquée, ici, que l'on voit bien ici. Donc, en croisant ces caractéristiques à la collection de référence, on voit que c'est un Lestus nitidus, qui est une espèce extrêmement spécialiste des forêts, et d'un certain type de forêt d'ailleurs. Donc, souvent, on ne descend pas à l'espèce pour la simple raison que le reste est beaucoup trop fragmentaire ou fragmenté sur des caractéristiques qui ne le permettent pas, ou encore tout simplement puisqu'il y a trop d'espèces pour un genre. C'est le cas par exemple d'Ossiorhynchus qui en France compte 936 espèces. Alors, on obtient une image du passé, même si on n'arrive pas à descendre à l'espèce, en croisant les informations que l'on obtient à partir de manuels d'entomologie. Donc, on est tributaire des études d'entomologie qui sont aujourd'hui très revisitées. Donc, on estime qu'il y a 3 groupes sur les critères d'écologie. Donc, on va appeler les exclusifs. Donc, c'est ceux qui ont besoin d'une ou plusieurs exigences pour être présents. Les préférentiels qui vont avoir une préférence mais ne sont pas obligés d'avoir cette préférence réalisée pour être présents. Et les ubiquistes qui, eux, vont être présents, qu'importe l'environnement. Donc, l'image du passé, on va l'obtenir en faisant une synthèse des informations écologiques de l'ensemble des insectes présents dans le niveau, que l'on va croiser au degré d'exigence des insectes, pour ensuite le comparer au nombre de restes. L'information n'est pas pareille si on retrouve un reste d'un insecte que si on en retrouve une cinquantaine. Aujourd'hui, il y a un outil qui a été réalisé par les chercheurs de l'université anglaise de Birmingham qui s'appelle BugCEP, qui permet d'identifier et de faire une synthèse écologique plus rapide. Il est par contre encore en cours de construction. Donc, j'ai choisi de vous montrer quelques exemples d'études qui sont vraiment très précises, qui ont vraiment donné des informations extrêmement intéressantes sur les populations passées et surtout, si possible, des exemples que l'on pouvait retrouver en France. Donc, dans les années 2000, il y a Ivinek, Ponel et Beaucornu qui ont mené une étude sur le site de Chalein sur les puces et qui ont réussi à montrer quelque chose d'assez intéressant. Donc, ils avaient retrouvé 200 restes de puces pour 25 kg de sédiments, ce qui est énorme, parce que moi, avec 25 kg de sédiments, généralement, j'ai 100 restes. Donc, voilà, avec une seule espèce retrouvée, la Pulex irritans. Ils en sont venus à la conclusion que ça ne pouvait venir que d'une forte anthropisation au niveau du lac et que les maisons, pour avoir le cycle complet de ces puces, devaient avoir un plancher jointif avec des tapis de fourrure ou de natte. Donc voilà, ça donne des petits éclairages sur les vies du passé qu'on ne peut pas avoir forcément autrement. En archéo-entomologie funéraire, donc je choisis de vous montrer un petit exemple un peu plus près encore, celui du sarcophage du comte de l'an 1000, donc, où Jean-Bernard Ruchet et Galis avaient réussi à dater un intervalle de 30 jours la mort du comte de l'an 1000. Donc, tout ça avait été possible grâce aux techniques d'entomologie médico-légale qui ont été appliquées au domaine de l'archéologie. Donc, tout d'abord, ils avaient noté une faible représentation dans la première escouade des restes de diptères, ce qui voulait dire que c'était forcément en dehors de leur période d'activité maximale, c'est-à-dire soit entre octobre et novembre, soit entre mars et avril. La deuxième escouade présentait des Sarcophagidae qui ne seraient pas là si le comte était mort entre octobre et novembre, car leur période d'activité, en fait, aurait été au moment où le cadavre était trop dégradé pour eux. Ensuite, ils avaient noté la présence d'Hysteridae dans la 5e escouade. Donc, leur apparition à eux, c'est entre mai et septembre. Et du coup, ils vont intervenir, eux, quelques mois après la mort, donc ce qui coïncide plutôt avec l'idée d'une mort entre mars et avril. Et au final, du coup, ils en sont venus à la conclusion que le comte de l'an 1000 était mort entre le 15 mars et le 30 avril. Donc ça, c'est des informations vraiment très précises que l'on peut obtenir grâce aux insectes et qu'on obtient rarement autrement. On peut l'obtenir avec les dents, mais pas aussi précisément.
Maintenant, je vais parler un petit peu de paléoentomologie, du coup, en abordant un peu le sujet de ma thèse. Donc, moi, je suis doctorante et je travaille sur la question des forêts dites subnaturelles européennes dans les Apennins en Italie, les Pyrénées françaises et les Carpates roumaines. Et du coup, je m'intéresse à tout ce qui est dynamique holocène, formation de la forêt, impact de l'homme sur le milieu. Et donc, je travaille vraiment en dehors des sentiers battus pour l'entomologie du quaternaire, puisque je travaille sur l'archive du sol en contexte forestier et non pas sur des milieux type tourbière, glacier ou puits, qui sont des milieux privilégiés pour nos études. Donc, j'ai plusieurs objectifs donc, au niveau de mes recherches. Donc, c'est d'abord des recherches très liées au contexte pédoanthropologique qui sont menées au laboratoire de géode. Et j'essaie d'évaluer le potentiel des insectes dans les reconstructions paléo-environnementales, ce qui est dynamique holocène, du coup, comme j'ai dit, impact de l'homme. Donc, en fait, il s'agit de déterminer la possibilité d'utiliser les insectes pour des études futures dans ces contextes-là. Donc, j'ai aussi des questionnements sur la conservation des restes d'insectes, sur la façon de prédire leur conservation ou non en contexte forestier, puisqu'en fait, on n'en trouve pas tout le temps. Il faut essayer de comprendre pourquoi on les trouve. Et enfin, j'essaie de développer les datations radiocarbone sur les restes d'insectes. Donc, il faut savoir que les datations radiocarbone sur restes d'insectes, on en a déjà fait en paléontologie sur des restes fossilisés. Et en fait, il faudrait pouvoir le développer sur nos restes archéologiques, de façon à, quand il y a une information hyper intéressante, pouvoir la dater très précisément. J'ai beaucoup de restes pour l'instant sur les sites des Pyrénées, un peu moins dans les sites des Carpates, et des vraies différences entre les forêts anthropisées et les forêts non anthropisées dans les Carpates. Et pour ce qui est des résultats des Pyrénées, le profil des insectes est le même partout et le profil des graines change par contre. Et là, il y a vraiment un truc à creuser. Pour faire une petite synthèse un peu de cette discipline, donc c'est une discipline qui est très jeune, qui a encore besoin de développer ses questionnements, ses méthodologies. Elle est peu coûteuse, mais elle va demander énormément de sédiments et c'est, je pense, en grande partie pour ça qu'on ne la fait pas systématiquement, du moins qu'on ne teste pas systématiquement la présence ou non d'insectes. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci à tous. Alors maintenant, on va pouvoir passer au moment d'échange et vous allez pouvoir poser les questions. Et moi, j'aimerais commencer déjà avec une première question qui s'adresse aux 3 participants. C'est comment vous en êtes venus à cette spécialité-là, en fait, le ver, le subaquatique et l'entomologie. Ouais, quel est un peu votre parcours? En fait, je suis entrée en archéologie en commençant une licence d'histoire de l'art et d'archéologie. Puisqu'au départ, je me suis destinée pas du tout à l'archéologie, j'étais plutôt intéressée par l'histoire de l'art. Et ensuite, tout simplement, au cours de la licence, j'ai commencé à avoir les premiers cours d'archéologie. Ça m'a intéressée, donc je suis partie plus en archéologie. J'ai réalisé je suis allée sur quelques chantiers de fouilles bénévoles, notamment organisés par certains chercheurs ou universitaires. Et donc petit à petit, en fait, tout simplement un peu comme un entonnoir, j'ai été intéressée plus par l'archéologie, puis plutôt par la période antique et enfin par le ver parce que donc au laboratoire Trace et à l'université de Toulouse, il y avait des cours qui étaient donnés sur le ver antique, des cours d'initiation de 2 heures qui étaient donnés par Marie-Thérèse Marty, qui est ingénieure de recherche au CNRS spécialisée sur le ver. Et donc c'est tout simplement en suivant ces cours que j'étais intéressée et après à la fin d'un cours, je suis allée la voir pour lui demander si ce serait envisageable de faire au départ un master sur le ver. Donc du coup, on a échangé, elle m'a proposé un sujet et puis de fil en aiguille, j'en suis pas ressortie. Et pour moi, c'était la plongée sous-marine. En fait, j'en faisais en loisir, qui était une volonté tout petit, pardon,
garçon, tout petit de vouloir voir ce milieu. Et en faisant des études d'histoire de l'art, j'ai commencé par faire une maîtrise, un ME, on dit maintenant, sur l'archéologie subaquatique en rivière, en l'occurrence sur la rivière Tarn. Et je suis venu, en fait, d'un point de vue professionnel assez tardivement, car ça a un coût. C'est très, très onéreux de passer l'habilitation de plongée professionnelle, surtout quand on passe par étapes. C'est comme la plongée loisir. Donc, le classe 0, c'est 12 mètres. Le classe 1, c'est 30 mètres. Le classe 2, c'est 50 mètres. Et le classe 3, c'est non limite. Donc voilà, le temps d'arriver à commencer en archéologie et après m'orienter, attendre que l'INRAP aussi monte un service, sub, mine de rien. C'était mieux en bossant pour l'INRAP de pouvoir le faire avec eux, même si il y a des associations, on en fait des associations, en particulier avec l'association Archéo-Garonne à Toulouse. Du coup, moi, j'étais partie à la base pour faire de archéologie. Je m'étais beaucoup intéressée à l'archéologie du bâti. Et un jour, sur un cours méthode de l'archéologie que donnait Pierre Messant à Toulouse, il nous a présenté, je crois que ça a duré 2 minutes, le truc, une étude archéo-entomologique sur un tumulus, comme quoi ça avait totalement renverser la vision qu'on avait du tumulus, qu'on pensait qu'il était en grand air, que c'était pour être vu de tous, et qu'en fait, quand ils avaient fait l'étude, c'était que des insectes de forêt. Du coup, au contraire, c'était plutôt, au contraire, caché, tout ça. Là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est un truc comme ça. Voilà, c'est tout con. C'était 2 minutes de vie dans un cours de licence, et voilà. Et ça suffit. Ouais. Et est-ce qu'il y a des chantiers programmés aussi en subaquatique, comme il y en a sur le terrestre? Alors, il y a des chantiers programmés en subaquatique, mais par contre, il faut être... Enfin, alors, la loi vient de changer cet été, pendant les confinements, là, hop, subrevestissement, ils ont changé la loi. Donc, jusqu'à cet été, il fallait être classé plongeur professionnel, obligatoirement, depuis 1992. Donc, c'est 2 000 € le stage, non logé, non nourri. Voilà. Okay. La fac de Sète le fait, ceci dit. Le Montmarc maintenant, donc la fac de Marseille qui fait un M2 en archéologie subaquatique, fait passer le classe 1, donc travaille à 30 mètres aux étudiants, mais ils en prennent 4 par an. Perpignan, je ne sais pas s'ils le font. Et au Mirail, ça va se faire puisqu'il y a un PCR qui est en cours de se créer, Origine, EAU. Et en fait, il y a une volonté de faire passer les habilitations au moins en loisir, puisque a priori, on va pouvoir avoir des dérogations si on est un plongeur loisir en courant 2021. Donc, on rechange de nouveau la loi. Et au sujet des insectes, je suppose qu'ils peuvent aider à la datation des terrains et des différentes strates. Alors, on essaye de les faire dater. En théorie, ouais, ils peuvent dater. Mais en pratique, ça n'a jamais été fait. Ah bon? D'accord. Ouais, c'est un gros sujet, c'est un gros dossier dans ma thèse, oui. On essaye de les dater au radiocarbone, puisque effectivement, ils pourraient parvenir à dater des strates dans les sols pédologiques. Ouais. Et ce n'est pas beaucoup fait parce que ça coûte trop cher et qu'on n'a pas encore, que le budget n'est pas prévu pour ça dans les opérations? Alors déjà, c'est pas beaucoup fait l'étude des insectes. Oui. C'est vraiment très anecdotique. Et ensuite, non, ça n'a jamais été fait. On a un exemple, on a un exemple de test en Italie où ils l'ont fait. Voilà, ça a donné quelque chose d'assez concluant, mais en France, il n'y a rien. D'accord. Voilà, parce qu'il faut encore que l'insecte ait conservé ses protéines pour pouvoir le dater au carbone 14. Et ça dépend du type de sol. Donc, il faut trouver comment prévoir qu'il y a eu conservation de la protéine pour pouvoir dater. Sinon, après, on ne s'en sort plus. Donc, vous travaillez sur le couvert forestier essentiellement pyrénéen, mais lorsque vous prenez du sédiment, c'est du sédiment qui est en couche superficielle ou alors il faut aller le chercher profondément En fait, on prélève dès le niveau 0
En fait, 20 centimètres à peu près, la terre arable, c'est le niveau où on peut avoir les pollutions, on a les transferts et tout. Et à partir de là, c'est vraiment quasiment que de l'ancien, D'accord. hors pollution, et ça se voit très rapidement. J'ai peu entendu parler sur les chantiers d'études. Et effectivement, c'est peut-être intéressant de faire le tour des chantiers pour demander, alors, misériculture essentiellement, au moins pour tout ce qui est préventif, je parlais, mais même pour le programmer, pour peut-être les sensibiliser et à ce qu'ils orientent la recherche d'un point de vue spécifique, donc en expliquant l'apport de cette science pour qu'ils puissent en connaître Et je crois qu'il y avait un gros projet à l'INRAP en 2003 porté par Jean-Hervé Yvenec Hmm. sur le développement de l'archéoentomologie, notamment dans le préventif et la sensibilisation aux autres intervenants, puisqu'en fait, au final, les insectes, on peut les récupérer en même temps que le reste de graines, tout ça, en fait. Je voulais savoir s'il y avait un type de dépôt qui favorisait la conservation du verre ou c'était vraiment un truc qu'on pouvait trouver sur à peu près tous les sites. Alors, déjà, bon, j'avoue que là, j'ai présenté essentiellement du verre antique parce que c'est vraiment ma spécialité. Mais déjà, il faut savoir que les, les compositions de verre varient quand même de manière assez notable, par exemple, entre bon, la protohistoire, l'Antiquité et le Moyen-Âge, pour faire simple. Donc, effectivement, autant tout ce qui est verre médiéval va souvent être de composition, bon, bien sûr, je généralise, hein, mais va souvent être de composition assez hétérogène et donc va être quand même relativement fragile. Donc, notamment s'il a été enfoui, imaginons dans un sol plutôt humide et qui va être sorti et séché très rapidement, là on va avoir vraiment une fragilisation du verre et le verre de toute manière médiéval peut très facilement devenir, enfin commencer à s'iriser et donc du coup partir au fil du temps un peu entre guillemets en poussière, avec des écailles d'irisation qui vont se détacher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matière en fait. Mais c'est vrai que pour le verre antique, enfin, du moins notamment gallo-romain, et romain, on a quand même des compositions de verre qui sont très homogènes, un verre qui est vraiment, d'un point de vue composition, très maîtrisé et assez peu fragile en fait, même sur des verres très fins. On va quand même avoir, quels que soient les sites, souvent une matière qui est quand même vraiment bien préservée. Donc après, c'est plus en fonction de la façon dont on va collecter le mobilier et bien le protéger dans les bonnes conditions, qui fait que en fait, il va souvent plutôt avoir tendance à s'abîmer après découverte. Après, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais on le trouve surtout dans des contextes funéraires ou de dépotoirs. C'est là où on va retrouver le plus de verre, non? Oui, enfin, en funéraire, effectivement, c'est là où on va trouver le plus de verre, en tout cas en tant qu'objet un peu complet, on va dire, le plus complet possible. Mais après, à l'époque antique, sur tout ce qui est contexte d'habitat, on peut aussi en trouver quand même pas mal, même si bien sûr il est souvent très fragmenté, et qu'après, il faut savoir que dès l'époque antique, le verre il a été recyclé, parce que justement c'était un des éléments qui faisait que le verre était apprécié, c'était justement qu'on avait un recyclage possible et donc du coup un gain économique. Donc du coup, il faut quand même partir du principe qu'effectivement le verre qu'on retrouve, on n'en retrouve toujours qu'une petite partie, puisque bah, il a forcément été recyclé. Mais du coup, sinon, on en retrouve un peu partout, du moins pour les époques antiques. Même si les contextes funéraires sont effectivement particulièrement appréciables parce qu'ils fournissent déjà des contextes clos et des formes complètes. Pour tout ce qui est échange de verre, vous le faites qu'à partir des formes ou est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des analyses de composition pour les échanges de verre? Ou est-ce que c'est rendu compliqué par ces recyclages? Alors, bon, j'avoue que je ne suis pas rentrée dans les détails parce Ouais, que mais sinon, ouais. j'avais peur que ce soit trop long dans les 15 minutes. Mais en fait, il faut savoir que le verre, ce qui est très intéressant, mais qui du coup rend particulièrement compliqué les analyses chimiques, c'est qu'en fait, bon, pour simplifier, on va dire que, au moins du moins pour les époques antiques, on a une chaîne de production qui est segmentée avec la matière brute qui va être donc fabriquée à partir de sable et de natron uniquement en Orient. Et ensuite, cette matière brute, elle va être concassée et envoyée dans des ateliers qu'on appelle des ateliers secondaires qui vont refondre la matière pour fabriquer l'objet fini.
Donc d'une part, quand on étudie la composition du verre, les compositions vont uniquement nous renvoyer, on va dire, à la matière brute, donc ce qui va nous renseigner sur l'atelier primaire éventuellement, enfin, ou du moins la localisation de l'atelier primaire qu'a fabriqué la matière brute, mais ça ne va pas forcément nous donner déjà d'informations sur l'atelier qui a façonné l'objet après coup, plus tard. Donc déjà, c'est pour ça aussi qu'on est aussi, entre guillemets, à cheval sur l'étude de la forme, parce qu'actuellement, il n'y a que la forme qui nous permet éventuellement de localiser une zone de production pour les objets en eux-mêmes. Et après, il y a effectivement, pour tout ce qui est notamment les verres qui peuvent dater de l'Antiquité tardive, c'est une époque où une période où on a beaucoup de recyclage parce que justement le verre devient un peu moins, on a un peu moins de verre à disposition, donc on va beaucoup recycler. Et là, effectivement, quand en plus on a recyclage, déjà ça fragilise la matière, donc souvent la matière nous parvient dans de moins bonnes moins bien conservée. Et en plus, effectivement, là, ça fausse totalement les analyses. Donc là, même on va dire la matière première est très difficilement traçable, puisque du coup, elle est d'origine multiple. Les Carpates je sais pas, présentes en terre pour votre domaine. Oui. domaine. Ah oui, mais pas que pour mon domaine. On est une grosse ANR, donc un gros regroupement de chercheurs à travailler, oui, sur les Carpates, là, à Toulouse. Ouais. Il y a des travail sur les Carpates passées, sur les Carpates actuelles, en fait, sur la gestion de la forêt tout au long de l'histoire et aujourd'hui encore sur les Carpates. Moi, j'ai une question qui s'adresse encore une fois aux 3 participants. Est-ce que vous êtes nombreux dans vos disciplines? Pour le verre, en fait, oui, en fait, on est de plus en plus nombreux, effectivement. Après, tout dépend avec quoi on compare. Si, par exemple, on compare les spécialistes du verre par rapport, par exemple, aux céramologues, qui vont eux aussi étudier des objets et des vases d'époque antique, on est très peu nombreux pour le verre. Mais il faut savoir aussi que c'est lié au fait qu'on va trouver, d'un point de vue quantitatif, beaucoup moins de verre que, par exemple, de céramique sur les sites, que ce soit antiques ou médiévaux. Après, je sais pas, je dirais, à peu près pour avoir une idée du nombre de spécialistes, dans ce qu'on appelle l'Association française pour l'archéologie du verre, donc une association qui va regrouper un peu tous les spécialistes du verre en France, mais donc que ce soit des archéologues, mais aussi par exemple des chimistes qui vont s'intéresser à l'histoire du verre, des historiens, enfin différents spécialistes sur que ce soit donc le verre antique, mais aussi moderne, contemporain et proto-historique. On doit être, je pense, à peu près entre 100 et 150. Voilà, mais là, du coup, c'est vraiment le verre au sens large avec toutes des spécialistes du coup, qui ont des domaines très différents d'expertise. Après, sinon, pour ce qui est archéologie du verre, là, par exemple, je sais que au CNRS, la dernière spécialiste du verre d'époque antique, c'était donc Marie-Thérèse Marty qui a pris sa pré-retraite, on va dire, l'année dernière. Donc on est quand même relativement peu. En professionnel, à l'INRAP, il y a 2200 agents, nous sommes entre 15 et 20. Ça fait un bon pourcentage par rapport aux archéologues nationaux. Il y a des nations qui ont plus développé l'archéologie subaquatique que chez nous, que la France. Les Allemands, pas trop, bien sûr, mais quoique. Mais Cuba, beaucoup en proportion, ce qui est bizarre, mais les Américains, pas mal, voilà. Nous, c'est vrai qu'on a fait beaucoup plus de terrestres que de subaquatiques. Et l'entomologie, il y a 2 personnes. Non, on a Jean-Bernard Huchet, Philippe Ponel, Pierre Moret, mon directeur. Je pense qu'en comptant ceux qui essayent de se faire former, on maximum une dizaine. Sur 67 millions de contenus, pas mal, ouais. Je pense qu'on aurait une meilleure moyenne chez les Anglais.